Télé 50, simplement congolais. Dans ce journal, nous parlerons de la situation sanitaire en République démocratique du Congo. Les États-Unis annoncent une nouvelle aide financière pour soutenir la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans la partie est de la RDC. Ce soutien permettra l'installation de 50 centres de traitement et l'appui aux équipes sanitaires en RDC et en Ouganda dans le but de renforcer les soins, le dépistage et freiner la propagation du virus. Nous parlons également de cette nouvelle coalition qui vient de voir le jour en République démocratique du Congo, baptisée C4, Coalition de Congolais pour le changement de la Constitution. Elle a été annoncée par Augustin Kabouya, inspirée de la vision d'Étienne Tshisekedi. Cette plateforme se veut rassembler les Congolais autour d'un projet de nouvelle constitution jugé plus adapté aux réalités du pays. Et puis nous irons en Sierra Leone où un premier lot de 9 migrants expulsés des États-Unis a été accueilli mercredi. Originaires notamment du Ghana, de la Guinée, du Sénégal et du Nigeria, ils sont pris en charge dans le cadre d'un accord migratoire financé par Washington. Vous suivez Télé 50, vous faites bien, madame, messieurs, bienvenue dans ce journal. La résurgence de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC mobilise une nouvelle fois la communauté internationale. Les États-Unis annoncent un appui financier pour renforcer la riposte sanitaire avec la mise en place de 50 centres de traitement et des soutiens aux équipes de première ligne en RDC et en Ouganda. L'objectif, c'est d'accélérer les soins, le dépistage et limiter la propagation du virus. La communauté internationale s'inquiète de la résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans l'est de la RDC. Les États-Unis ont annoncé un nouveau soutien financier pour renforcer la riposte sanitaire en République démocratique du Congo et en Ouganda. Cette aide permettra notamment de financer 50 centres de traitement et les opérations de première ligne dans les zones touchées. Selon Washington, ces structures assureront les soins cliniques, les dépistages d'urgence, le triage ainsi que l'isolement de cas suspects et confirmés. Le financement servira également à renforcer les opérations de terrain, à étendre les capacités des traitements d'urgence et à accélérer la distribution d'équipements de protection et des tests diagnostiques. Les autorités américaines estiment que la rapidité du déploiement de moyens de confinement et des traitements reste essentielle pour limiter la propagation du virus. Les États-Unis affirment enfin poursuivre leur collaboration avec le CDC afin de mobiliser davantage des ressources internationales contre cette nouvelle flambée d'Ebola. Et dans un autre chapitre, le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, a annoncé la création de la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, la C4. Inspirée de la vision d'Étienne Tshisekedi, cette plateforme veut rassembler les Congolais de 4 espaces linguistiques du pays autour d'un projet de nouvelle constitution. Partis politiques, sociétés civiles et confessions religieuses sont appelés à se mobiliser pour obtenir une large adhésion populaire au remplacement de l'actuel fondamental jugé inadapté aux réalités nationales. La scène politique congolaise enregistre une nouvelle initiative avec l'annonce de la création de la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution C4. Cette plateforme a été présentée par le secrétaire général et président par intérim de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya. Inspiré de la vision de feu Étienne Tshisekedi, la C4 se donne pour mission de promouvoir l'unité nationale à travers les 4 grandes aires linguistiques de la République démocratique du Congo, à savoir les Lingala, les Swahili, les Chiluba et les Kikongo. Elle regroupe en son sein des partis politiques, des acteurs de la société civile ainsi que des confessions religieuses.
Son objectif principal est de sensibiliser la population en vue d'obtenir une large adhésion au remplacement de l'actuelle constitution, considérée par ses initiateurs comme héritée d'un contexte de conflits et des tensions politiques passées. Selon cette coalition, une nouvelle loi fondamentale serait mieux adaptée aux réalités actuelles du pays. Cette initiative soulève un débat important sur la stabilité des institutions et l'évolution du cadre juridique en République démocratique du Congo. D'un côté, certains estiment qu'une révision ou un remplacement de la Constitution pourrait permettre d'adapter les institutions aux défis contemporains et de renforcer la cohésion nationale. Et de l'autre côté, d'autres acteurs politiques et sociaux appellent à la prudence, rappellent que toute réforme constitutionnelle doit être inclusive, transparente et fondée sur un consensus large afin d'éviter des tensions politiques inutiles. Dans un pays aussi diversifié que la République démocratique du Congo, la question constitutionnelle reste donc un sujet sensible qui nécessite un dialogue approfondi entre toutes les composantes de la nation. À l'Assemblée nationale, la plénière de ce mercredi 20 mai s'est inscrite dans une dynamique soutenue de production législative et de consolidation de l'action parlementaire sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara. Deux textes ont été déclarés recevables par la représentation nationale. Le premier porte sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole visant à éliminer le commerce illicite de production du tabac. Présenté par la commission mixte Relations extérieures et sociales et culturelles, dirigée par les députés nationaux Berthold Oulungu, le rapport a été lu en plénière par le rapporteur adjoint de la dite commission, le député national Jack Safari. Ce protocole international vise à renforcer la lutte contre le commerce illicite du tabac, notamment la contrefaçon et la fraude douanière. Il prévoit un meilleur contrôle de la chaîne d'approvisionnement, la protection de l'économie nationale ainsi que l'amélioration de la mobilisation de recettes publiques. Le second rapport, issu de la même commission mixte, concerne le projet de loi autorisant la ratification de la Convention mondiale de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur adoptée à Paris le 25 novembre 2019. Cette convention vise à garantir une reconnaissance plus équitable et transparente des diplômes, tant pour les qualifications congolaises à l'étranger que pour les diplômes des étrangers en RDC. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière adopte l'exposé des motifs du projet de loi tel qu'amendé. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'épuiser ainsi l'examen des projets de loi autorisant la ratification d'une convention et d'un protocole par la République démocratique du Congo. Elle entend également favoriser la mobilité académique et renforcer la coopération universitaire internationale. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jack Njoli, a procédé à la lecture, article par article, des deux textes en vue de leurs adoptions en plénière. Issus de cet exercice, les deux projets de loi, composés chacun de 2 articles, ont été adoptés sans amendement par les députés nationaux. Par ailleurs, un troisième rapport de la commission ATI-NTIC relatif à la proposition de loi modifiant et complétant la législation sur les baux à loyer non professionnels présenté par les députés nationaux Patrick Mouniou a été appuyé avant d'être renvoyé en commission pour amendement dans un délai de 48 heures. La plénière a également été marquée par une communication du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, revenant sur ses précédentes déclarations lors de la séance plénière du vendredi dernier. Dans son intervention, il a retiré ses propos à la suite des réactions enregistrées au sein de l'opinion et parmi les députés. Prenant acte de cette démarche, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, a salué un geste de responsabilité et d'humilité institutionnelle, invitant notamment les jeunes à s'en inspirer. Et puis, le gouvernement rassure sur la prise en charge des provinces. Devant le Sénat, le ministre des Finances, Doudou Famba Likondeli Botaï, a présenté les efforts engagés pour apurer les arriérés des institutions provinciales, financer les infrastructures et accélérer l'opérationnalisation de la Caisse nationale des péréquations. Des explications saluées par le sénateur Célestin Vounabandi, initiateur de la question avec débat. Le ministre des Finances, Doudou Famba Likondeli Botaï, a répondu aux préoccupations des sénateurs sur la gestion de biens aérianisés
et les engagements financiers du gouvernement envers les provinces lors d'une séance au Sénat initiée par les sénateurs Célestin Vunabandi. Structurant ses explications autour de 5 axes majeurs, le ministre a détaillé les efforts du gouvernement pour réduire les arriérés de paiement des institutions provinciales malgré les contraintes sécuritaires et budgétaires. Il a indiqué que plus de 193 milliards de francs congolais ont été décaissés en 2024 pour les assemblées provinciales, 236 milliards en 2025 et 47 milliards en 2026, permettant de réduire les arriérés à 8 mois. Le gouvernement provincial et les conseillers communaux ont également bénéficié des paiements importants. Concernant les infrastructures, le ministre a rappelé la vision du gouvernement visant un développement équilibré des provinces à travers la construction de routes, écoles, universités, hôpitaux, aéroports et barrages hydroélectriques. Après plusieurs provinces déjà servies lors de 2 premières vagues, celles du Grand Katanga et du Grand Kivu devraient bénéficier de la prochaine phase. Sur la Caisse nationale des péréquations, le ministre a affirmé que le gouvernement travaille à lever les contraintes techniques et institutionnelles afin de rendre cette structure pleinement opérationnelle. Un atelier national est prévu en juillet 2026 pour définir une feuille de route claire sur sa mise en œuvre. À l'issue des échanges, le sénateur Célestin Vunabandi a salué des réponses qu'il a jugées pertinentes, claires, éclairantes pour le membre de la Chambre haute du Parlement. Arrivé à Kolwezi pour participer au Katanga Business Meeting, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a été accueilli par la gouverneure Fifi Masuka Saini devant la presse. Il a salué les progrès réalisés au Lualaba, notamment les infrastructures modernes comme la nouvelle aérogare, tout en soulignant l'importance du cobalt dans l'économie mondiale et le développement de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, est arrivé à Kolwezi le mercredi 20 mai 2026 afin de prendre part à la 7e édition du Katanga Business Meeting KABEM. Daniel Mukoko Samba était accueilli à l'aéroport de Kolwezi par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, quelques membres du gouvernement provincial, ceux du comité provincial de sécurité, ainsi que le membre du cabinet de la gouverneure. La 4e personnalité du gouvernement souminois affirme représenter la première ministre à ses assises. Pour le vice-premier ministre Mukoko, ces rendez-vous annuels et stratégiques face aux mutations économiques mondiales. Je viens représenter son Excellence Madame la Première ministre pour que, avec d'autres partenaires publics, privés, nous puissions parler de l'avenir de la province du Lualaba et de l'avenir de la République démocratique du Congo. Parce que le monde bouge, et le monde aujourd'hui, il bouge sur les grands enjeux que sont les métaux critiques. Et le cobalt est l'un de ces métaux critiques qui redessinent le monde. Et ici, nous sommes dans la capitale mondiale du cobalt. Il a également salué les infrastructures de la province, citant notamment la nouvelle aérogare de Kolwezi comme un signal fort dans l'actif du président Tshisekedi à travers la gouverneure Masuka. Madame la gouverneure, je vous disais félicitations. C'est ce Congo que nous voulons. Un Congo sans complexe. Et un Congo qui s'ouvre au monde. Que vous décolliez de Lagos, que vous atterrissiez à Kolwezi, vous ne devez pas vous sentir dépaysé. Parce qu'un aéroport, il y a des standards internationaux. Et donc, voilà. Félicitations à Madame la gouverneure et nous lui demandons de maintenir cet élan. Katanga Business Meeting réunit chaque année des acteurs publics et privés autour des perspectives économiques de la République démocratique du Congo avec un focus particulier sur la valorisation des ressources stratégiques comme le cobalt. Et puis l'inspecteur général, le chef de service de l'inspection générale des finances a donné le go mercredi de la campagne de vulgarisation du contrôle systémique. Il s'agit de la nouvelle méthode de travail de l'IGF fondée sur la donnée, la traçabilité et le numérique. L'inspection générale des finances passe désormais au contrôle systémique pour protéger les finances publiques. Selon Christophe Bitassimois, inspecteur général chef de service de l'IGF, cette nouvelle méthode de travail englobe le contrôle a priori, concomitant et a posteriori en mettant en avant l'utilisation de la technologie. Rien ne condamne la République démocratique du Congo de demeurer toujours en retard face à l'évolution rapide du monde de gestion
utilisant massivement les technologies du numérique et en rendant inopérants et inefficaces les modes de contrôle traditionnels manuels, utilisant des méthodes policières là où les contrôlés utilisent l'intelligence artificielle. D'où la nécessité d'adopter un nouveau paradigme basé sur un contrôle systémique et intelligent, fondé sur la maîtrise de la donnée, la traçabilité et l'analyse intégrée de tous les circuits financiers, qu'ils soient économiques, fiscaux, douaniers, budgétaires, parafiscaux et bancaires. Face à la presse, ce mercredi, le flic financier a mis en lumière l'audit du fichier de paye mené par ses équipes depuis son arrivée dans 50 services administratifs sur 72 programmés, lesquels a permis de détecter des milliers d'agents fictifs avec un énorme impact financier. Je voudrais vous rassurer que depuis notre avènement, le travail de l'inspection générale des finances est poursuivi sans désemparer et a produit des résultats palpables. Au chapitre du contrôle de dépenses publiques, il y a lieu de signaler les résultats suivants. L'audit du fichier de paye des 50 services administratifs sur 72 programmés a permis de détecter 38 597 agents fictifs et 1007 doublons pour un impact financier de l'ordre de 15,786 milliards de francs congolais mensuellement. Le contrôle systémique s'inscrit dans un plan stratégique triennal 2026-2028 doté de 39 millions de dollars, dont 28 millions déjà mobilisés, articulés autour de 6 axes prioritaires, incluant la transformation digitale, le contrôle fondé sur le risque et la protection du patrimoine de l'État. Le gouvernorat de Kinshasa dément les rumeurs des suppressions d'emplois au sein de la DGRK. Dans un communiqué officiel, le cabinet du gouverneur affirme que les réformes de l'administration financière visent plutôt la modernisation, la digitalisation et le renforcement de recettes publiques de la ville. Le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa a publié un communiqué officiel pour clarifier les objectifs de la réforme de l'administration financière urbaine face aux rumeurs relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Selon les documents signés par les directeurs des cabinets Eli Louba Kabwe, certaines informations faisant état d'une suppression massive d'emplois au sein de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, seraient fausses et relèveraient d'une campagne de désinformation. Les gouvernorats affirment que cette réforme, initiée par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment dans le cadre de la modernisation des services publics, de la digitalisation de l'administration et de l'amélioration de la gouvernance. D'après le communiqué, l'objectif principal est de renforcer la capacité de l'administration financière de la ville, sécuriser les circuits des perceptions des recettes publiques, réduire les pertes financières et améliorer la transparence dans la gestion des finances urbaines. Le cabinet du gouverneur rassure ainsi les agents et cadres de la DGRK qu'aucun plan de suppression d'emplois ni de démantèlement de cette structure n'est envisagé. Au contraire, la réforme viserait la professionnalisation, la modernisation et la création de nouvelles opportunités d'emploi dans 2 administrations financières urbaines distinctes. Les autorités provinciales appellent enfin la population quinoise, les contribuables ainsi que les partenaires institutionnels à ne pas céder aux rumeurs et à accompagner cette réforme jugée essentielle pour la mise en œuvre du programme d'action Kinshasa et Zobonga. En société, le phénomène prend de l'ampleur dans la capitale congolaise. À Kinshasa, les réseaux sociaux influencent de plus en plus les habitudes vestimentaires des jeunes. Entre affirmation de soi, recherche de visibilité et pression de paraître, plusieurs tendances nées sur TikTok, Facebook ou Instagram envahissent les rues de la ville. Un phénomène qui transforme aussi le commerce de la mode et suscite des réactions partagées au sein de la population quinoise.
À Kinshasa, la mode occupe une place de plus en plus importante dans le quotidien de jeunes. Grâce aux réseaux sociaux comme TikTok, Facebook ou encore Instagram, plusieurs influenceurs locaux imposent aujourd'hui des nouvelles tendances vestimentaires rapidement reprises dans différents quartiers de la capitale. Pour de nombreux jeunes, suivre ces tendances est devenu une manière de rester à la page, d'affirmer leur personnalité ou encore de mieux s'intégrer dans le milieu social. Les styles les plus populaires se distinguent souvent par leur originalité, leur élégance ou leur créativité. Certains privilégient le vêtement de marque, les ensembles oversize ou encore des accessoires inspirés de célébrités et influenceurs visibles sur le net. Cependant, certaines tendances suscitent également des critiques. Plusieurs habitants estiment que certains styles vestimentaires deviennent parfois trop extravagants ou inadaptés aux réalités sociales et culturelles locales. D'autres dénoncent une pression exercée sur le jeune qui cherche à suivre la mode malgré des difficultés financières. Ces phénomènes influencent aussi le commerce à Kinshasa. De nombreuses boutiques adaptent désormais leurs articles au modèle le plus visible sur les réseaux sociaux afin d'attirer une clientèle essentiellement jeune. Certains vendeurs reconnaissent même que les publications des influenceurs augmentent rapidement la demande pour certains vêtements ou accessoires. À travers leurs vidéos, photos et contenus numériques, les influenceurs locaux jouent ainsi un rôle important dans l'évolution des habitudes vestimentaires à Kinshasa. Une influence qui peut être perçue de manière positive, notamment en valorisant la créativité et l'expression personnelle, mais aussi négative lorsqu'elle encourage l'excès, l'apparence ou la recherche du paraître à tout prix. Toujours à Kinshasa, des milliers de femmes gagnent leur vie dans le commerce ambulant malgré des conditions extrêmement difficiles. Sous un soleil accablant, marchandises sur la tête, elles parcourent des longues distances à travers les avenues de la capitale pour tenter de vendre quelques produits. Mais au-delà de la fatigue et de la précarité, ces vendeuses font face chaque jour à la tracasserie des agents de contrôle, aux courses-poursuites et parfois à la confiscation de leurs marchandises, une réalité qui illustre le combat quotidien de nombreuses femmes quinoises pour assurer la survie de leur famille. Notre rédaction est allée à leur rencontre. Dans la capitale congolaise, les vendeuses ambulantes affrontent chaque jour un véritable parcours du combattant. Entre longues marches sous le soleil, lourdes charges transportées sur la tête et fuites permanentes face aux agents de contrôle, ces femmes vivent dans une précarité alarmante. Mères des familles, pour la plupart, elles sillonnent les rues de la capitale dans l'espoir de vendre quelques produits afin de nourrir leur foyer. Depuis la démolition du grand marché, nous n'avons plus d'endroit fixe. Louer une place et payer les taxes coûte souvent plus cher que notre capitale. Pour éviter ces frais étouffants, alors que nous manquons parfois d'argent pour le transport, nous avons choisi le commerce ambulant. Marcher du matin au soir pour vider notre marchandise demande des efforts physiques extrêmes. Nous finissons chaque journée avec des douleurs intenses sur tout le corps. C'est une lutte permanente. Bien que diplômés, le manque d'emploi nous frappe. Nous refusons de céder à la facilité ou à la délinquance. Faute d'emploi stable et de soutien concret, ces commerçantes du secteur informel n'ont d'autre choix que de parcourir quotidiennement les grandes artères de la ville pour survivre. Sans capital important ni protection sociale, chaque journée des ventes devient un combat contre la fatigue, les tracasseries et parfois la confiscation de leurs marchandises. Une réalité difficile qui illustre les conditions des vies critiques de nombreuses femmes quinoises. Nous demandons à l'État de s'y pencher sérieusement sur la crise de l'emploi. Il n'y a pas de travail, nos maris n'ont pas de salaire décent et nos enfants restent à la maison. Deux est vrai. C'est la raison pour laquelle nous exigeons des solutions concrètes des autorités. Si nos maris trouvaient un emploi stable, cela nous soulagerait énormément. Nous nous sommes sacrifiés pour scolariser nos enfants, mais aujourd'hui, ils se retrouvent sans emploi, tout comme leurs pères. Aucun d'eux ne peut travailler pour subvenir aux besoins de nos familles. Face à cette situation devenue préoccupante, ces vendeuses ambulantes lancent un appel aux autorités compétentes. Elles réclament notamment l'organisation du commerce informel afin de travailler dans les meilleures conditions, l'allègement des taxes et tracasseries qui réduisent leurs faibles revenus, ainsi que des mesures sociales capables de restaurer la dignité et l'autonomie économique de la femme congolaise.
Restons toujours dans la capitale congolaise pour parler cette fois-ci des pluies diluviennes qui continuent de fragiliser plusieurs quartiers de la capitale. À Mboukou, dans la commune de Kisinso, les ravins en pleine expansion menacent les habitations et les familles. Face à l'avancée des érosions, les habitants lancent un cri d'alarme aux autorités pour remédier à cette situation. Les pluies diluviennes qui frappent la ville de Kinshasa révèlent une fois de plus la vulnérabilité de plusieurs quartiers de la capitale, notamment Mboukou, situé dans la commune de Kisinso. Dans cette partie de la ville, des ravins en pleine expansion grignotent chaque jour davantage les habitations, mettant en danger des dizaines de familles contraintes de vivre dans l'angoisse permanente. Selon les bourgmestres de Kisinso, plus de 60 têtes d'érosion seraient déjà recensées dans la commune, une situation alarmante principalement liée au manque de canalisations adaptées pour l'évacuation des eaux des pluies. À chaque averse, les eaux dévalent les pentes sans contrôle, fragilisant les sols et accélérant l'avancée des ravins. Au-delà du phénomène naturel, cette catastrophe met surtout en lumière les failles de l'urbanisation à Kinshasa, l'absence d'aménagement moderne, les non-respects des normes de construction ainsi que les déficits d'entretien des infrastructures exposent davantage les populations aux risques environnementaux. Pour de nombreux habitants, l'inaction des autorités face à cette situation traduit un manque criant de planification urbaine et de gestion des risques. Plusieurs familles lancent un appel urgent au pouvoir public afin que des solutions durables soient mises en place pour stopper l'avancée des érosions et protéger les vies humaines. Et dans le monde, 9 migrants originaires de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest ont été accueillis en Sierra Leone dans le cadre d'un accord migratoire conclu avec les États-Unis. Selon les autorités sierra-léonaises, ces migrants expulsés des États-Unis proviennent notamment du Ghana, de la Guinée, du Sénégal et du Nigeria. Leur prise en charge est financée par Washington dans le cadre d'un programme de coopération portant sur l'accueil temporaire des migrants expulsés. Les personnes concernées seront hébergées provisoirement dans des centres d'accueil pendant une période pouvant aller jusqu'à 15 jours, voire 30 jours dans certains cas exceptionnels, avant leur retour vers leur pays d'origine respectif. Et en sport, Véron Mosengo est le nouveau président de la Fédération congolaise de football association et va diriger la FECOFA durant 4 prochaines années. Candidat unique, Véron Mosengo a obtenu 60 voix sur les 65 votants à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la FECOFA tenue mercredi à Kinshasa. Refondé pour structurer pour gagner, c'est le pilier du programme de l'ancien secrétaire général de la CAF qui a obtenu la majorité écrasante à l'issue des élections organisées ce mercredi à Kinshasa. Après les élections, place au travail, question de sortir le football congolais du gouffre, le comité Mosengo en est conscient. Ce moment est important, pas seulement parce que les élections, tant entendues, ont finalement pu avoir lieu, mais également et surtout parce que cela pose les bases d'un avenir que j'entrevois durablement radieux pour le football de notre cher pays. Je mesure pleinement les attentes et les besoins des différents acteurs de football de ce pays et la confiance qui nous est accordée aujourd'hui à mon équipe, à moi-même par ces votes. Après plusieurs reports, enfin, les élections sont organisées. Quoi de plus normal, satisfaire le président de la commission électorale, Maître Michie Nyeka, qui a su conduire le bateau à bon port. Le processus est spécial dans la mesure où nous avons commencé à partir de la base. Cercle, entente, ligue provinciale, ligue nationale et enfin aujourd'hui, le 20 mai 2026, nous venons de parachever le processus en organisant les élections au niveau du comité exécutif de la FECOFA et on a un comité élu. Désormais, la FECOFA a un comité élu et pour nous, c'est un motif de fierté. Nous sommes vraiment heureux d'avoir abattu un travail et que les Congolais peuvent désormais se réjouir parce qu'ils ont un comité élu. Les clubs, les ligues et les ententes restent confiants et espèrent que le successeur de Constant Omari va insuffler un nouveau vent à la Fédération congolaise de football association. Place au rappel des titres de ce journal.
Situation sanitaire en République démocratique du Congo. Les États-Unis annoncent une nouvelle aide financière pour soutenir la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans la partie est de la RDC. Ce soutien permettra l'installation de 50 centres de traitement et l'appui aux équipes sanitaires en RDC et en Ouganda dans le but de renforcer les soins, le dépistage et freiner la propagation du virus. Une nouvelle coalition vient de voir le jour en République démocratique du Congo, baptisée C4, Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution. Elle a été annoncée par Augustin Kabouya. Inspirée de la vision d'Étienne Tshisekedi, cette plateforme veut rassembler les Congolais autour d'un projet de nouvelle constitution jugée plus adaptée aux réalités du pays. En Sierra Leone, un premier lot de 9 migrants expulsés des États-Unis a été accueilli mercredi. Originaires notamment du Ghana, de la Guinée, du Sénégal et du Nigeria, ils sont pris en charge dans le cadre d'un accord migratoire financé par Washington. Restez avec nous pour la revue de presse. Et comme tous les jeudis, Moïse Chamala me rejoint de l'autre côté du plateau. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans les mondes. Alors, vous débutez votre revue de presse avec ce sujet. 24 heures après la création du C64, Augustin Kabouya lance la C4. Exactement, l'opposition s'est sentie opposée par les pouvoirs, comme disent les Français, à chaque action, une réaction. À la une du quotidien La Référence Plus, Augustin Kabouya annonce la création de la coalition C4 pour soutenir les changements de la Constitution selon La Référence Plus. Dans une communication diffusée sur les réseaux sociaux, Joël Isilona, Kabouya Mwanabouté a expliqué que les chiffres 4 symbolisent les 4 grandes zones linguistiques de la RDC. Pendant ces temps, les fronts contre toute révision de la Constitution continue de s'élargir en RDC selon ces mêmes journaux qui jouent à pile ou face. Les partis FONUS de Joseph Olengankoy a officiellement rejoint la coalition Article 64, une plateforme de l'opposition déterminée à barrer la route à toute tentative de troisième mandat ou de modification de la Constitution attribuée au pouvoir de Félix Tshisekedi. De son côté, souvent la RDC salue la création de la C64 et appelle à la mobilisation générale dans un communiqué consulté par info.cd constitue d'ailleurs souvent les Congos constituent d'ailleurs juge opportun de faire respecter l'article 64 de la Constitution considéré comme l'ultime voie des saluts pour la République face au projet de réforme constitutionnelle porté par la majorité au pouvoir. Pour finir, Ambongo rejoint l'opposition, annonce tempête des tropiques. Cet homme en soutane dont la prise des positions divise plus les brebis à sa charge au lieu de les rassembler vient de se positionner clairement contre tout changement de la loi fondamentale, rejoignant ainsi les camps de l'opposition, mais pas celui des C64. Joël Isilona. Alors, pour terminer avec vous, Moïse, Véron Mosengo prend la tête de la FECOFA. Exactement, après des tempêtes pour ces élections et les reports, enfin, il y a eu ces élections hier et Véron Mosengo Omba a été élu ou réélu sans surprise à la tête de la Fédération congolaise de football, association FECOFA. C'était au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective tant attendue et organisée à Kinshasa. Il a été élu avec 60 voix sur 65. Ce n'était pas les plébiscites qui étaient attendus vu qu'ils n'avaient pas d'adversaires, les uns ayant désisté et les autres n'ont pas. Les candidatures n'ont pas satisfait aux conditions requises par ces textes. Actualité.cd également nous signifie que l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football CAF a structuré son programme autour des 5 piliers qui sont notamment bâtir
une fédération et respecter, instaurer une gouvernance transparente et responsable, structurer une direction technique nationale performante, organiser des compétitions régulières, crédibles et attractives, investir massivement et durablement dans les footballs des bases et de la jeunesse ainsi que de la formation. Oui, Chamala, je vous remercie pour ce tour d'horizon. Je vous en prie, Joël Isselona. Et nous disons merci de nous avoir suivis à Kolwezi dans le Lualaba. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.